du podcast Le Panier. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui a été dit ce soir dans le flux du panier. J'espère que je me suis pas trop avancé. En tout cas, c'est enregistré. Je suis pas sûr que ce soit entendable ou écoutable. C'est un peu saturé, mais ça devrait passer. On va essayer. En tout cas, on fera au mieux. Super. Merci à tous encore et c'est parti. Et, merci pour cette super intro. Les premiers invités, je vous invite à pas monter sur scène hein, parce que il y a pas de scène, mais venir sur scène. On aura 2 micros. Tiens, attends, je vais le garder. Merci. Donc on aura un jeu de passe-passe pour se passer le micro. On a effectivement ces 2 tables rondes dans lesquelles on va se poser la question de comment croître dans un monde instable pour la deuxième, et pour la première, c'est comment gagner la bataille de l'expérience client, de la communication sur un. Alors on a l'objectif de regarder à 2030, mais 2030 c'est à la fois très très loin et très très proche dans un monde qui change aussi vite, qui change en ce moment, et aussi instable et incertain qu'il l'est. Voilà, c'est à la fois demain et en même temps très très loin. Un immense merci au Digital Circle, à Estelle aussi qui nous accueille, et puis à vous qui êtes là ce soir. Tout le monde vous connaît, j'en suis certain, mais je vais quand même vous présenter dans les grandes lignes. On a Lorena Shine, qui est la fondatrice de Level Boucle, spécialiste capillaire en retail, en online et en service aussi. On a David Boinger. Bonvé, c'est bien. Ancien studio de l'Olympique Lyonnais. On m'a souvent parlé de toi. On m'a moins parlé de l'Olympique Lyonnais, mais très heureux de te recevoir. Faustin, qui est le directeur général de pêcheur.com et chasseur.com, spécialiste de la vente en ligne d'objets de natation, non, de pêche et chasse évidemment. Et Josène Fayoul, qui a fondé Mieux que des fleurs, spécialiste du cadeau. On a pas mal de points à aborder. Alors je vous l'ai dit, c'est enregistré. Je sais pas si c'est écoutable. Ça, on aura le résultat demain matin. On me dit que oui, donc je l'espère. C'est filmé aussi. On a 45 minutes, ça va passer très vite. Et ensuite, questions-réponses. On a aussi que 2 micros, donc on va se les passer. Merci à Anouk qui fait l'enregistrement. Je voulais parler de raconter qui on est, donc de marque. Une fois qu'on a raconté sa marque, comment est-ce qu'on convertit? Une fois qu'on a converti, comment est-ce qu'on fidélise? Et ensuite, on finira par quelle est la place de l'IA dans tout ça. Ta chaise est vachement plus basse que les autres, j'avais pas remarqué, le petit dernier. Mais je voudrais commencer par ça. On a tout le monde s'est prêté à l'exercice de préparer ses entretiens, et on a passé des bons moments. Et il y a un mot qui revenait chez plusieurs d'entre vous, mais c'est toi le premier à en avoir parlé et ça m'intéresse. C'est le principe de marque média. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui, moi je suis souvent en clientèle, et parfois on m'a dit, avec ma casquette cette fois Cosa, on m'a posé on m'a dit mais putain, tous les sites se ressemblent aujourd'hui, c'est quoi la diff? Et justement la diff elle peut se faire dans la marque, mais la marque c'est pas que ça. Tu vas parler de marque média, qu'est-ce que tu entends par là? Merci déjà pour l'invitation. Nous, on part du principe que notre produit, c'est le même. Vous nous entendez bien au fond? Attends, mais Maintenant, ça fâche. Non, comme ça va? ouais, c'est mieux. Ok. On part du principe, on a 2 principes. Le premier, c'est qu'on essaie de se différencier par le produit. Donc, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, un vin de box à composer, dans lequel on peut mettre plein d'idées cadeaux cool de 15 à 100 euros. Mais cette somme-là, pour le survivor, la concurrence est facile. Donc, on essaie de se différencier avec le contenu concret, avec l'affect concret par rapport au client. Et cet affect-là, on essaie de le créer de plusieurs façons. Déjà, visuellement, dans le produit qu'on propose. Et dans le contenu qu'on va proposer aussi sur les réseaux sociaux, dans le newsletter, sur le blog. Donc, on va imaginer vraiment la marque comme un média qui doit parler le même langage que les gens à qu'elle veut intéresser. Notre clientèle, c'est des gens qui me font des surprises, des gens qui portent de l'attention, qui notent, qui retiennent les dates d'anniversaire, qui notent quand vous voyez une idée cadeau, ils la retiennent. Donc, dans cette logique-là, on s'est dit, ce qu'on va mettre en avant, c'est ce qu'on fait au final, indirectement dans la boîte, c'est les petites surprises qu'on essaie de créer en interne. Donc, ça me ressemble à un produit. On développe des produits surprises ou qui donnent envie de faire de la surprise, de faire une petite attention à ses proches. Et ensuite, même dans notre communication, dans nos newsletters, dans notre compte Insta, ça va être ça.
Exemple typique, aujourd'hui ou demain, il y a une vidéo sur notre réseau sur Instagram de moi qui fait imprimer 4x3 la tête de mes collaborateurs et que j'ai mis sur l'équipe de notre entretien juste parce qu'on a fait la même chose. Enfin, ils m'ont mis des petites têtes de moi partout. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai fait des très grosses têtes d'elle à l'entrée. Et en fait ça, c'est ce qui remet naturellement dans la boîte et c'est ce qu'on a décidé aussi de relancer sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui crée la fête déjà, c'est le profond en soi. Tu me dis si je parle trop longtemps. Vas-y. Et ce qui crée la fête indirectement, c'est le petit Judas dans le trou de la serrure là qu'on regarde et en fait on voit ce qui se passe dans la boîte. Non, c'est notre parti pris de dire on veut être transparent, le fondateur ils sont sur Instagram, l'équipe elle est sur Instagram. Je croise des gens qui me disent je connais tes collaborateurs alors qu'ils sont jamais au coin, enfin ils sont jamais venus dans l'entreprise, ils sont jamais venus au bureau. Ça, c'est quelque chose qui va créer de l'affect. Ça veut pas dire qu'il faut particulièrement faire le trou de la serrure. Il y a des gens qui sont, il y a des marques qui sont pas prêtes à ça, mais l'approche marque média doit aller dans cette direction-là. Et si je reste sur le thème de la conférence, puisqu'on va regarder un peu plus loin, tu m'as dit que tu voulais pousser dans ce sens-là. Ah, complètement. On a fait un recrutement cette année, il y a un an, dédié vraiment à cette logique-là. Et aujourd'hui, de un, avec l'IA, on va pousser beaucoup plus vraiment sur toutes les plateformes. Ceux qui le font très bien, c'est Welcome to the Jungle, aujourd'hui. Je sais pas si vous le connaissez, qui est un job board, et qui arrive à créer, qui est un job board, mais qui est aussi un média, presque à niveau égal. Et là où ils sont forts, c'est quand même, on va prendre une source de contenu et voir la diversifier, que ce soit sur leur blog, sur leurs réseaux sociaux, sur leur newsletter. En fait, il y a vraiment une équipe éditoriale interne. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez nous, de considérer la marque comme un éditeur. Donc, nous, on a une sorte de conférence de rédaction pour le trimestre. Donc, là, on va vraiment imaginer le produit et la communication comme une conférence de rédaction. Et on va travailler vraiment, vraiment comme ça. Du développement de produit au plafond en tant que tel. Si on reste sur l'expérience client, je peux peut-être te poser la question à toi, Laurine. Toi aussi, tu as une marque qui est très incarnée, qui est très racontée, qui raconte sa singularité. Comment est-ce que cette puissance de marque se traduit ensuite en expérience client et surtout en retail et en salon? Ouais. Donc du coup chez La Belle Boucle, on aide les femmes à prendre soin de leurs cheveux bouclés au naturel, pas que les femmes, les hommes aussi. Il y a de plus en plus d'hommes qui assument leurs cheveux bouclés. J'ai vu le photographe pas loin qui a des magnifiques cheveux. Je sais pas où il est. Ça, c'est musique. Mais oui, effectivement, en fait, nous, on crée aussi, en fait, La Belle Boucle, c'est un média pédagogique puisque avant de vendre des produits, on explique aux gens comment les utiliser. On explique même avant de montrer le produit aux gens comment on utilise les produits. Donc forcément, quand ils voient en fait la performance du produit, le résultat qu'ils peuvent avoir, derrière, ils veulent acquérir le produit. Et en fait, cette expérience, on l'a fait aussi bien en digital à travers les réseaux sociaux ou sur notre site. D'ailleurs, on utilise John Story pour faire de la pédagogie sur notre site internet. Et en fait, ça se retrouve aussi dans nos boutiques et dans nos salons de coiffure parce qu'on a un fil rouge de pouvoir expliquer à l'ensemble de nos clientes, vraiment leur faire vivre une expérience. Et on dit souvent chez La Belle Boucle, on n'est pas simplement des vendeurs de shampoing, on vend vraiment une expérience client. Il y a beaucoup de clientes qui viennent et qui nous racontent leur vie pendant des dizaines de minutes. On est vraiment sur une création de relations de confiance. Il y a des clientes qui pleurent en sortant du salon de coiffure, mais qui pleurent de joie, contrairement à avant quand elles pleuraient parce qu'elles se faisaient massacrer chez les coiffeurs qui savaient pas couper leurs cheveux bouclés. Et donc du coup, toute cette expérience-là, elle est issue aussi du contenu média et pédagogique qu'on crée. Et c'est un challenge au quotidien de pouvoir faire vivre cette expérience aussi bien en ligne que en retail et en salon de coiffure. Raconter sa marque, c'est pas évident. Vous avez tous les deux noté l'importance de la créativité comme levier différenciant et que se battre sur le prix, se battre sur le promo, se battre sur le distri ne suffit pas. Exactement. J'essaie de me battre au quotidien pour dire que c'est pas en cassant les prix et en faisant des promos et des réductions tous les jours qu'on va attirer nos clients. Au contraire, on le fait en montrant le résultat de nos produits, comment nos produits et nos services peuvent changer leur vie. Et en fait, ça, c'est plus fort et plus puissant que n'importe quelle promo. Et d'ailleurs, il y a plein de clientes qui nous disent qu'elles préfèrent venir acheter chez nous, même si le produit est parfois 1 euro ou 2 euros plus cher qu'ailleurs, parce qu'elles bénéficient de conseils et d'une expérience unique qu'elles retrouvent nulle part ailleurs.
Vous avez aussi fait un truc intéressant, vous avez lancé votre propre marque, vous distribuiez des produits qui n'étaient pas les vôtres aujourd'hui avant. Maintenant, vous avez un maîtrise de cette marque et du coup de sa plateforme, aussi une maîtrise du BFR qui va avec. Faustin, je me tourne vers toi. Est-ce que ça fait partie des enjeux? De faire sa marque. Ouais. Ça pourrait, mais pour nous, c'est plus compliqué parce qu'on est sur un marché où, donc, sur la pêche et sur la chasse, on est sur un marché où les gens ont un gros affect aux marques. Il y a beaucoup de segments. Donc il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de saisonnalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt le distributeur des marques. Et donc, il faut qu'on se distribue en tant que marque de distribution, simplement. Donc c'est un petit peu différent. Après, nous, dans notre contexte, là où on est avantagé, en revanche, c'est que alors je rejoins tout à fait ce qui se disait sur les marques médias, etc., sur le fait que nous aussi, on essaie d'apprendre, on dit, c'est un peu la cause ou le sens de l'entreprise. On dit que nous, on vend pas des cannes à pêche, on dit qu'on fabrique des pêcheurs et des chasseurs, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la pêche et la chasse, mais par contre, ça plaît beaucoup à ceux qui l'aiment bien. Et donc du coup, et ça nous bénéficie énormément, parce que comme on est sur une pratique où les gens viennent là, alors j'imagine qu'on doit plus se battre pour aller vendre des produits cosmétiques aujourd'hui ou qu'on fait face à plus de concurrence sur ce genre de marché. Nous, c'est moins le cas. Et en revanche, ça crée aussi un affect d'essayer de communiquer et de donner du sens à ce qu'on fait là-dessus à des clients. Je vois des clients chasseurs qui nous remercient d'exister. Voilà, alors qu'on leur vend le produit, mais parce que derrière, on essaie, voilà, de donner une image médiatique sympa de la pratique également. Et donc là, on pousse exactement ces stratégies-là. Et on va lancer, tu vois, un essai, notre première web série. Le premier épisode, il a lieu dimanche. On a inventé un programme pour divertir les jeunes pêcheurs. Et évidemment, au milieu, on essaie de prescrire des produits puisque les produits, c'est financé avec des marques partenaires. Mais l'idée, c'est d'aller vraiment dans cette expérience la plus large possible. Donc, effectivement, on commence à s'éloigner très fort de simplement vendre de produits le moins cher possible. Voilà. On cherche à différenciant sur son site. On doit aussi l'aide dans les moteurs de recherche génératifs. J'ai pas terminé ma présentation tout à l'heure en fait, puisque tu n'es plus au l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, tu es le fondateur de Botrank, qui aide les marques à se situer et à performer mieux sur les search le moteur de recherche génératif. Pardon. Mais je te laisse présenter Botrank et justement m'expliquer comment bien travailler sa marque et travailler sa marque le plus vite possible et d'ici 2030 en tout cas, peut permettre de mieux ressortir dans les moteurs de recherche génératifs. Oui, effectivement, j'ai quitté le lit il y a 3 mois, 4 mois. Donc maintenant, le projet, c'est Botrank.ai. Et je suis un peu le vilain qui a l'air de la table parce que je travaille pas dans un pur player e-commerce, mais j'ai un parcours qui me permet d'avoir un regard extérieur. Et puis aujourd'hui, effectivement, avec mon associé qui est ici et un tech qui s'occupe du développement du produit, on s'est lancé, et comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui et des agences SEO qui s'y mettent, sur le secteur de l'optimisation de la visibilité des marques au sein des outils LLM. Si on reprend un petit peu le tableau de façon un peu plus haut, en gros aujourd'hui le search est devenu du global search. Je pense que toutes les agences le savent maintenant et que c'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore plus maintenant, et que les gens cherchent maintenant sur Google, sur TikTok, sur YouTube, sur Reddit, sur ChatGPT. Donc en fait, il n'y a pas forcément une cannibalisation à chaque fois, mais il y a un search qui est éclaté. Donc ça, c'est le constat. On a malgré tout avec les outils LLM aujourd'hui un pourcentage assez faible du trafic qui est apporté sur les sites e-commerce, les sites médias, etc. Depuis les outils LLM. Malgré tout, il y a quand même un usage très fort et en forte croissance de l'usage de ces outils LLM, qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 18 millions d'utilisateurs mensuels sur ChatGPT. Il y a un Gen Z sur 2, en fait, qui utilise ces outils quotidiennement. Donc, il faut forcément le prendre en compte. 18 millions en France. En France, oui, bien sûr. 18 millions en France sur ChatGPT. Sur ChatGPT uniquement. Je sais que c'est beaucoup, mais j'avais pas ce chiffre. Alors, ils trustent énormément les outils LLM en France. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, et la Gen Z, c'est 1 sur 2 tous les jours, en fait, qui utilise ces outils-là au quotidien. Donc, en fait, il y a un enjeu pour les marques de comprendre, en tout cas, un minimum ce qui se dit sur elles et de voir un petit peu comment fonctionne cet écosystème. Il y a aussi la partie shop, on est plus dans l'e-commerce, donc où Perplexity, ChatGPT commence à lancer ses shops, où il y a un enjeu de comprendre, en fait, quelle part de marché ils vont prendre et comment, en fait, les marques e-commerce vont s'insérer, en fait, dans ces citations, dans ce shop. Et puis, il y a aussi l'arrivée d'Overview de Google. On disait que Google est mort, le SEO mort, on dit ça tous les 5 ans, mais c'est pas le cas. En l'occurrence, Overview a débarqué aux États-Unis, 95% est déployé au niveau des utilisateurs aux États-Unis. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Overview, c'est le l'AI de Google qui va s'intégrer dans le search Google et qui va synthétiser des réponses suite à des prompts qui seront saisis directement dans Google et qui fait qu'aujourd'hui, l'expérience Google que vous avez aujourd'hui, elle va changer et vous pourrez avoir des réponses directement synthétisées avec la citation potentielle de votre marque, avec des liens potentiels intégrés, mais qui viendra s'insérer au début des premiers liens traditionnels de Google. Donc forcément, ça, aux États-Unis, les premiers constats, et en France, ça devra arriver d'ici quelque peu. Aux États-Unis, le premier constat, c'est de se dire que une marque qui était positionnée dans le top 10, avec Overview qui s'insère avant, jusqu'à 60% de clics en moins sur ces sites référencés, principalement les sites médias. Si on tombe sur les sites e-commerce, ça descend plutôt autour de 15-10%, mais sur des sites médias, il y a une énorme chute de trafic. Donc, il y a un business model parfois à réinventer. Il y a, pour les sites e-commerce, c'est moins impactant, mais par contre, c'est de se dire que la chasse à l'audience, c'est peut-être pas forcément la stratégie de l'avenir. C'est plutôt de me dire comment ma marque va être citée dans cet écosystème et indirectement va me rapporter du business. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous, on a voulu lancer un SaaS qui va être dédié à ça et qui aidera les marques sur le volet technique et sur le volet veille marketing. En gros, aujourd'hui, les marques, elles sont blind, elles savent pas forcément ce qui se dit sur elles et demain, elles devront s'équiper d'outils pour comprendre ce qu'on dit sur elles, ce qu'on dit sur son marché, quelles sont les sources utilisées, influentes par ces outils LLM qui permettent de citer votre marque et donc d'orienter votre stratégie RP aussi pour savoir vers quel média certifié influent je dois me tourner pour en faire mes RP. Et donc la deuxième brique, c'est la brique crawl technique, analyse technique qui reste du SEO traditionnel mais orienté plus vers l'IA. Et là, pour le coup, il y a un enjeu de travailler des standards historiques, mais que tout le monde n'adresse pas forcément et qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est la brand authority, c'est le cheval de combat historique, mais c'est encore plus le cheval de combat avec les outils LLM, le domaine authority aussi, la structuration de contenu, des pages, donc ça change pas. Mais par contre, avoir un regard sur le contenu qui est plus orienté utilisateur, mais ça va dans la logique des choses finalement, de se dire qu'on répond plus à des questions précises, on répond de façon détaillée, de façon top-down, et que globalement, on travaille sa notoriété de marque et sur tous les supports et sur tous les supports qui sont à disposition sur le web. Donc, ça veut dire aussi que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la stratégie marque doit être encore plus amplifiée. Souvent, on a une stratégie RP au lancement. On n'a pas forcément une stratégie fil rouge. Maintenant, on travaille beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais il faut être présent sur l'ensemble des médias qui influencent ces outils LLM. Et nous, on est là aussi pour vous donner les clés pour ça, quoi. Merci. Un dernier point sur la marque et la création de la marque. Je te repasse la parole. Et donc, si tu veux faire passer le micro. Joseph, ça a un coût. Créer sa marque, on le fait évidemment, se transformer en marque média. Tu me partageais, alors juste avant, quand on prenait l'apéro, des chiffres intéressants sur ta croissance et ta dépense. Ouais, je vais dans les détails. En fait, illustrer l'impact que on va travailler ton SEO aussi, mais et du coup ta marque en amont a pu avoir. Ce qui est intéressant, et c'est un peu ce que je répète à l'équipe aujourd'hui, c'est quand même gros. On est face à des concurrents qui font 5, 7 fois, 10 fois notre CA et qui ont des meilleures infrastructures web que nous, qui négocient mieux leur revenus parce que ils font plus de volume, qui ont plus de base de données. Et ce sont des choses qu'on ne peut jamais avoir. C'est-à-dire que sur la technique, on peut penser sur l'investissement, on peut penser, mais on ne peut jamais avoir les mauvaises ressources RH ou Ego que eux. Et là, on peut concurrencer, c'est la créativité. Je te rejoins sur ce que tu dis sur la créativité. Mais c'est le seul film sur lequel on peut être aussi fort qu'eux, voire plus fort qu'eux. Et nous, en effet, on l'a vu ça. Donc, en effet, on l'a travaillé et sur le SEO. Le média en global, donc, ça va enrichir le SEO, ça va enrichir notre compte Instagram. Le chiffre très concret, cette année, par rapport à l'année dernière, on fait 30% de croissance parce qu'on a commencé à mettre de l'énergie là-dedans.
à budget égal, voire à budget moindre sur les réseaux sociaux. L'année dernière, on dépensé entre 18 et 22% en paid. Là, cette année, on est plus autour des 14%. Donc depuis quelques mois, et ça paye. Donc je pense que il y a un gros effort à faire là-dessus dans la création de la marque. Et après, ce qui est aussi intéressant sur la marque, pardon, je m'utilise la parole, mais c'est que ça coûte rien, c'est pas vrai, ça coûte de l'argent. Moi, j'ai un exemple chez moi, un jeune avec qui je parle, qui a 15 000 abonnés sur Instagram, qui fait déjà quelques centaines de milliers, avec 0 € d'investissement média, juste parce que il parle à la même communauté, il est dans le trail, il a lancé une box autour du trail, et il arrive à générer quelques centaines de milliers d'euros en mettant juste, en parlant le même langage que la communauté de gens à qui il veut s'adresser, en fait. Je rebondis. J'ai eu la chance d'être invitée dans le panier de Laurent il y a 2 ans. Et la phrase qui a attiré le plus de monde sur le podcast, c'était de dire que La Belle Boucle a fait 8 millions de chiffre d'affaires avec 0 € de dépenses en ads. Et en fait, c'est aussi pour appuyer que c'est possible. Alors, on a commencé très, très, très doucement il y a 1 an, mais on a atteint 8 millions de chiffre d'affaires sans faire aucune dépense sur Meta ou sur Google. Donc, c'est possible de monter sa boîte très haut sans dépenser d'argent. Et en travaillant sa marque, mais aussi sa communauté. Alors tu peux garder la parole ou la passer à Faustin, je veux en parler. Vous avez une communauté quand même très identifiée, très niche. On dit que c'est beaucoup plus simple maintenant de faire des micro-communautés ou des communautés en tout cas de cette taille, plutôt que d'attaquer beaucoup plus large. J'aimerais savoir comment tu l'as travaillé. Une fois qu'on a raconté qui on est, il faut convertir, il faut fidéliser. Que fait pêcheurchasseur.com pour activer cette communauté qui est la vôtre? A été longue ma question. Ouais, un peu. Alors, cette communauté pour la travailler, déjà, je pense que c'est assez essentiel de la comprendre. Donc, il faut quand même savoir de quoi on parle, à qui on s'adresse. C'est pas un mass market. Donc tout ce qui nous amènerait à pas parler le même langage entre guillemets que la communauté à qui on s'adresse serait à proscrire de toute façon. Donc le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, il vaut mieux bien exploiter sa communauté qu'élargir trop son business ou se dire, moi je sais que ça a été notre cas pendant un moment, on se dit finalement, la pêche, la chasse, ok, le sous-jacent il n'est pas croissant, comment on va aller chercher de la croissance, surtout quand on a des investisseurs au bas, comment on va aller chercher la croissance, il faut aller dans l'outdoor, ça veut tout dire et rien dire, et donc on va chercher à définir un truc qui n'existe pas, une communauté outdoor vert qui n'existe pas. Donc il vaut mieux aller chercher ma communauté, une micro-communauté, et c'est même ce qui se passe dans la pêche, parce que nous, on n'a pas qu'une communauté. Il y a le pêcheur de carnassier, le pêcheur de carpe. Si vous n'êtes pas pêcheur, ça vous parle pas, mais eux, c'est pas le même. Et on ne se parle pas de la même façon. Il y en a qui s'habillent en camus et l'autre qui se prennent pour des Américains. Donc on ne s'adresse pas à ces gens-là de la même façon. Donc il faut évidemment comprendre ça, s'adresser correctement à eux. Et après, voilà, je crois qu'il y a aussi moi je défends beaucoup le fait qu'on leur parle avec qu'on essaie d'avoir un vélo avec authenticité et si on connaît le client, on sait ce qui est important pour eux et donc on sait faire passer les bons messages quoi. Voilà. Donc par rapport à ce que tu disais aussi tout ça. On pose beaucoup quand même pour réfléchir. Penser de ce qu'on va faire quoi. Voilà. Ce que je voulais rebondir là-dessus, parce qu'on a une communauté, et tu disais des micro-communautés. Nous, ça, on réfléchit jusqu'au produit. En fait, la plupart des gens, tu vois, on est dans le cadet, donc je me mettais sur Maison et Objets, un salon de design et de déco. La plupart des gens viennent sur Maison et Objets, voir un truc joli, l'achètent et le mettent sur leur site internet. Nous, on va sur Maison et Objets en réfléchissant au contenu qu'on peut créer derrière chaque produit. Et un exemple très concret, on a un jeu de foot, un jeu de cartes autour de foot, donc des questions autour de la culture footballistique. Et on sait qu'il y a une niche là-dessus. Donc on a rajouté 4-5 autres idées cadeaux sur le thème du foot. Donc on part en tête de chercher 4-5 idées cadeaux sur le thème du football, faire derrière une collection idées cadeaux foot, pour faire derrière un article de blog sur cadeaux d'intérêt, 5 idées cadeaux pour quelqu'un qui aime le foot, 5 idées cadeaux pour quelqu'un qui est fan dans un film, etc., etc. Donc on réfléchit le contenu en fonction des produits, on réfléchit aussi le produit en fonction de la technique.
Ouais, tu peux rebondir sur la communauté. Bah, c'est vrai que chez La Belle Bouffe, on parle plus souvent, enfin, on utilise plus souvent le mot communauté que cliente, parce que quand on a créé La Belle Bouffe, on a créé une communauté avant d'aller chercher des clientes. Elles sont naturellement devenues clientes parce qu'elles ont été convaincues par le concept et les produits. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, elles sont toutes liées par la même problématique. Moi, je dis souvent que je suis ma première cliente, donc je sais, en fait, j'ai créé ce que j'aurais aimé avoir à l'époque où il y avait rien sur le marché. Et quand alors on voit déjà cette communauté sur les réseaux qui interagit au quotidien, qui se répond, qui se pose des questions après elle, etc. Donc c'est hyper satisfaisant parce que ça crée des micros. Enfin, parfois on n'a même plus besoin de donner des conseils nous-mêmes dans les commentaires de nos publications, par exemple, parce que les clientes se répondent après elles. Et le mieux, c'est de le voir dans la vraie vie, puisque quand on ouvre nos boutiques et nos salons de coiffure, il y a systématiquement la queue devant le magasin au niveau de l'ouverture. Et en fait, on remarque à chaque fois des clientes qui deviennent amies entre elles juste sur une journée d'ouverture parce que elles partagent tellement les mêmes besoins, les mêmes envies, et on a vraiment réussi à créer en fait une communauté de clientes qui vont enfin c'est un peu comme du bouche à oreille finalement, et qui vont être véritablement ambassadrices de la marque, et pas juste des clientes qui achètent, qui passent à la caisse et qui repartent, quoi. En pratique, ça prend quelle forme et qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'elle puisse échanger et vivre cette communauté? Il y a un groupe Facebook que j'ai créé il y a très longtemps, mais qui est toujours actif aujourd'hui. Mine de rien, il y a encore pas mal de personnes qui échangent au quotidien dessus. Et après, ça se fait assez naturellement dans dans les espaces commentaires des réseaux sociaux. Et après, dans la vraie vie aussi, à chaque fois, une fois, on avait un petit photomaton dans la boutique le jour de l'ouverture. Je vois deux femmes qui se prennent bras dessus, bras dessous, et je dis super, vous êtes venue notre copine et tout. On me dit non, on s'est rencontrés dans la queue, là, on se connaissait pas, mais on va s'échanger nos shampoings, elle est trop contente. Et en fait, c'est là la véritable satisfaction, quoi, de voir que on n'a pas qu'une relation de entreprise et client, et c'est vraiment une communauté, quoi. Je demandais en aparté à David si on pouvait parler communauté et foot, mais me dis pas là. Il y a un autre point qui vous rassemble dans tous vos trois, dans l'expérience client et l'expression de marque, et peut-être aussi avec vous trois, casser le plafond de verre des DNVB par l'importance, avec l'importance grâce au retail qui s'impose souvent comme une évidence. On en a discuté tout à l'heure, Maureen, toi tu vas arriver à 9 points de vente. Alors je dis points de vente en plus, mais c'est même pas ça, c'est des lieux d'expression de vente de tes produits et de services. Bah, c'est un concept qui n'existait pas, où on vend des produits, en même temps c'est l'espace salon de coiffure, donc il y a le service et le produit ensemble, quoi. L'un va avec l'autre. Ok, et si je regarde à 3 ans, 4 ans d'ici 2030, l'importance du retail pour toi, qui peut paraître très lourd en investissement, lourd en gestion, on verra dans le deuxième tableau ronde, dans le retail aussi vraiment l'importance de l'humain. Ta vision sur le sujet et le focus que tu veux y mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, en toute honnêteté, la croissance de La Belle Bouffe est due seulement grâce aux ouvertures retail, parce que notre e-commerce est plutôt flat depuis quelques années, ce qui reste une belle performance quand même, avec plein de magasins qui s'ouvrent. C'est vrai qu'au quotidien, on aime bien se dire entre nous, ce qui est cool, c'est que normalement ChatGPT n'a pas encore remplacé les coiffeurs. Peut-être que il y aura des outils qui permettront de encore plus s'améliorer ou proposer des services complémentaires. Mais normalement, moi je peins, pour se couper les cheveux, normalement il faudra encore des mains. Donc pour ça, on est assez content. Pour le coup, on se projette encore avec ce type de concept, mais par contre, c'est sûr qu'il va falloir encore plus s'améliorer sur l'omnicanalité vraiment générale, et surtout la personnalisation. Tu sais mieux que moi de quoi il s'agit, mais nous, on est vraiment, en fait, aujourd'hui, nos clients, la plus grosse difficulté, c'est de savoir exactement quel produit choisir pour leurs besoins. On a plus de 400 produits aujourd'hui, et moi, j'aimerais vraiment mettre en place un système ultra personnalisé pour que les clients puissent vraiment très facilement, et j'insiste sur le côté très facilement, trouver le produit parfaitement adapté à leurs besoins, quoi. Quand on parle d'expérience utilisateur, l'omnicanalité et un parcours fluide est vraiment crucial. Tu me disais, Joseph, quand on préparait cet entretien, que pour toi, il y a peu de marques qui arrivent vraiment, c'est qui arrivent, en tout cas les DNVB qu'on franchit pas et qui excellent, c'est celles qu'on levait.
Ouais, clairement, parce que déjà parce que le retail coûte très cher pour y aller, même si moi j'y crois profondément. Et ensuite parce que souvent il y a une mauvaise communication entre les différents supports, les différentes unités, business units. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire encore. Donc je le dis très humblement parce que nous on n'y est pas encore en retail, donc on n'est pas encore allé parce on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment on va attaquer le sujet. Je trouve que Horace le fait très bien. Et avec une croissance steady, pas très bouleversée. Voilà, j'espère qu'on y arrivera. Je sais qu'on a d'autres concurrents qui sont allés et qui se sont cassés la gueule parce que c'est des boutiques musées, parce que c'est à mon sens pas la bonne façon d'y aller sur un retail. Là, tu parlais de 400 produits, 700 produits. On a des concurrents qui sont allés avec, en effet, 700 produits, 800 produits en retail. Quand on va chez Flox à Paris, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a 12 000 références sur un 100 mètres carrés. Je pense que c'est une boutique comme ça qui arrive à bien réussir aujourd'hui. Nous, les journaux web, on a 700 produits. Maintenant, si on attaque le retail, on prévoit de rajouter 4000 refs, 4000, 5000 refs, parce que à vous, le clic coûte cher, l'attention coûte cher, l'attention chez soi sur ton téléphone elle coûte super cher, donc on essaie d'orienter le client vers l'internaute, vers un produit où on sait qu'on a de la rentabilité, où on sait qu'on a un beau taux de conversion, et du coup on se prive de beaucoup de produits. En retail, en 3 minutes, tu as fait le tour de la boutique et tu as vu 4500 produits. Et tu sais ton œil où il est raccroché. Et moi, j'y crois à ce projet de retail. Je pense que dans notre préparation, tu me disais la vision 2030. Clairement, je pense qu'il y a un gros retour au retail. C'est un peu comme Google est mort. Ça fait 40 ans qu'on dit que le retail va mourir. Ça fait 40 ans que ça se renouvelle. Je pense qu'il y a un vrai avenir sur les 3 prochaines années, les 4 prochaines années. De toute façon, tu veux rebondir? Ouais, je veux bien, parce que nous, en récit, on a démarré, donc je peux partager cette expérience-là. Quand on a démarré en raisonnant à peu près comme à chaque fois. On se dit, bon, bah, si on y va, ça amène quoi au métier, à notre client, à notre communauté. Et donc, pour savoir ça, on a réfléchi à faire différemment des autres. On a constaté que sur notre marché, il y avait plutôt de magasins qui étaient pas forcément très grands quand ils étaient spécialisés pêche. Comme on est sur une zone de Chalameuse qui est pas extensible à l'infini, c'était un peu cheap, les magasins de pêche, voire ça sentait un peu le mucus. On a constaté aussi que il y avait c'était un magasin de destination. Ils vont avoir un réflexe de pas un jour trouver un voisin en pêche qui dit oui, je vais pas les mettre au milieu rendra parce que finalement le mec qui veut un produit de pêche il va quand même se déplacer et aller faire des kilomètres en plus. Donc, on va faire le contraire. Voilà. Donc on a dit si on amène déjà le produit chez les gens, donc si on y va, c'est pour leur ramener quelque chose de plus. Il faut leur ramener le truc le plus commode possible, avec le plus d'expérience possible, et que ce soit le plus jeune possible. Donc quand on a inauguré un magasin, on a essayé de faire du bien dans la pêche. Moi je comparais ça à investir au foot. J'ai joué au foot, je n'aurais pas amené mes enfants dans investir au foot. Et je n'avais pas mes enfants dans un magasin de pêche parce que c'était un truc de pêcheurs. Donc là, on voulait justement faire le contraire, se dire on va rentrer, il faut que ça soit un magasin classieux, grand, avec beaucoup d'expérience, donc ça coûte cher. Et on s'est dit, ça coûte cher. Ouais, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte à la marque et qu'est-ce que ça va apporter en synergie? J'avais échangé avec d'autres pure players qui avaient commencé, j'aurais dit, est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ils m'avaient dit, ouais, c'est une bonne idée parce que le secret, c'est qu'en fait, le livre, tu vas voir que sur la zone de marchandise du magasin, tu vas pas cannibaliser ton web. Au contraire, ça va développer tes ventes sur le web en plus de ventes que tu vas le prendre sur le réseau. Et c'est ce qui se passe, clairement. Donc au final, si je veux prendre un retail comme ça, je suis pas un magicien, je suis pas d'un retail pêche, de mon business à investir. Si je le prends avec les synergies que ça amène et que j'essaie de les impacter et de le chiffrer, alors c'est une bonne idée et c'est un bon plan commun. Voilà. Donc nous, le projet, c'est de
d'ouvrir des flagships régulièrement, 5 à 10, quoi, on va dire, sur le territoire, assez vite. Assez vite, c'est à quelle échéance? Avant de mettre en vente. Je mets juste un petit clin d'œil sur le sécheur. Moi, j'aime bien quand je suis honnêtement dans bootstrapé. Donc, on est allé chercher on a commencé un projet de boutique et on en a parlé avec notre banque. Et un bail, ça coûte très cher. Bien placé, ça coûte très cher. Et moi, je l'ai comparé à nos dépenses en Facebook Ads. Et je dis à ma banquière, nous, aujourd'hui, on dépense, pour faire 4 millions d'euros de CA, on dépense 600 ou 700 000 en dépenses market. Par contre, pour faire 4 millions sur 5 ans, ça coûte moins que ça en emplacement. Et en parallèle de ça, un bail, ça se valorise, un bail, ça se revend, ça prend de la valeur potentielle. Et aujourd'hui, une dépense logistique, donc un entrepôt, un staff d'entrepôt, coûte autant qu'un emplacement numéro 1 en centre-ville. Donc, ça coûte cher, mais ça coûte pas si cher quand on compare à Facebook Ads. Vous parliez tu disais faire le tour d'une boutique et tu vois 4 milliards d'un coup. T'as des contre-exemples aussi. Asphalt, qui était limité dans son offre produit en boutique dans ses premiers essais et qui avait cartonné. Parce que tu as une offre, mais tu fais vivre l'expérience de ta marque aux visiteurs de ta boutique. Oui, je pense que c'est des marchés de niche. En tout cas, dans le secteur du cadeau, tu peux pas débarquer avec 100 références. Asphalt, c'est un positionnement ultra premium, où tu auras pas le trou d'assurance pour voir comment ça se passe à l'intérieur. La belle boucle, je pense que vous êtes sur un salon. Donc, quoi? La belle boucle. J'ai dit la belle boucle. Je dis la belle boucle, pardon. En tout cas, on a compris la belle boucle. Vous êtes sur un positionnement ou salon, tu vois, une salon. Je pense que si tu cherches à concurrencer Sephora, tu peux pas débarquer avec 300 unités, ou alors il faut un ADN fort. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui. Asphalt a un ADN très très fort. Comment tu transformes des visiteurs de boutique en acheteurs, acheteuses? Nous, quasiment tout le monde qui passe la porte achète son produit parce que c'est vraiment de la destination. On a aussi la force que c'est du consommable, donc tous les produits que les gens achètent les utilisent et donc derrière ils reviennent l'acheter, donc soit le même, soit un autre. Aujourd'hui, chaque mois, 70% de nos clients, c'est des clientes qui sont récurrentes et très honnêtement, on a un très très fort taux de conversion interne plus que en ligne parce que nos conseillères de vente sont extrêmement bien formées. Elles ont une expertise qu'on retrouve pas ailleurs. Il y a certains produits, typiquement à Lyon, qu'on vend qui sont introuvables dans d'autres magasins à Lyon. Et toute l'expérience globale fait que les clientes finissent par acheter leurs produits. Et t'es parti d'une offre produit, mais t'as une offre complète. T'as une offre, d'ailleurs. Avant, tu vendais vos produits, là, t'as une offre, puisque t'as aussi des services. Et comment tu crées de la perméabilité entre le retail et les salons? Tu vois comment ça va, chaque ligne va aller. Comment tu amènes de l'autre? Du coup, dans chaque, donc on appelle ça des studios, donc on rentre dans un espace boutique, mais on peut quand même un petit peu voir, on laisse pas tout voir, mais on voit quand même comment ça se passe au salon. Et une réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos clientes, toutes ont pour objectif de venir au salon de coiffure, mais il faut savoir que tous nos salons de coiffure sont complets entre 3 semaines et 1 mois en avance. Donc du coup, c'est en fait on crée une sorte de frustration finalement, même si c'est pas volontaire. Et donc du coup, elles ont la véritable envie de réussir à prendre rendez-vous. Et donc du coup, un petit peu pour se consoler en attendant de pouvoir réussir à prendre rendez-vous, elles viennent en boutique pour quand même vivre un morceau de l'expérience, parce que la véritable expérience, la plus complète chez la Belle Boucle, c'est vraiment l'expérience en salon de coiffure. Mais vu qu'on n'a pas de place pour tout le monde, en fait, elles viennent vivre l'expérience un petit bout en boutique. Et après, en fait, quand elles sont convaincues par l'expérience en boutique, ça leur donne encore plus envie de vivre celle au salon. Et en fait, ça va ensemble parce que quand on a les bons produits, c'est super de les utiliser chez soi. Mais la vérité, c'est qu'on a envie d'avoir aussi la belle coupe de cheveux qui va avec. Sinon, ça marche pas ensemble. Donc, voilà. Il faudrait que tu ouvres des étangs pour qu'ils puissent utiliser tes produits et pêcher d'avoir ta flotte de poissons. Regardez un bassin à l'intérieur, justement, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'à l'intérieur du magasin, on a fait un bassin pour que les gens puissent tester le leur avant de les acheter. Voilà. Mais ils prennent pas encore un rendez-vous, il n'y a pas de poisson. Il y a un peu de couleur dedans.
On a parlé de créer sa marque au-delà, différenciante. On a parlé de conversion et là d'expérience et de parcours client, mais d'expérience en boutique. Quel usage, quel cas d'usage l'IA, comment est-ce qu'on l'insère dans ces parcours? Je peux répondre à mon question sur la créativité aussi, parce que on avait, je pense, la même réponse suite à tes questions. Et la créativité, alors il y a l'émotion, effectivement, la création, la créativité finalement au service de l'histoire de la marque pour créer un attachement durable, mais il y a aussi la créativité pour faire le lien avec ta question sur la création côté technique, côté IA, comment j'utilise et comment je m'appuie sur l'IA pour enrichir l'expérience utilisateur et aussi l'efficacité opérationnelle dans ma boîte. On a parlé de l'outil LLM, mais il y a aussi l'IA au bénéfice de l'efficacité personnelle et de l'UX. À mon sens, l'IA a un rôle à jouer. Après, c'est un curseur, évidemment, parce que l'IA va pas tout révolutionner, mais en tout cas, c'est un curseur sur toute la chaîne de valeur e-commerce. Pour moi, c'est quand tu attires, quand tu convertis, quand tu fidélises, quand tu sécurises, optimises, etc. En gros, pour moi, il y a des quick wins à mettre en place, et puis il y a des choses qui sont plus sur le long terme. Des quick wins, pour moi, c'est, à mon sens, c'est déjà des choses qui sont faites par vous, les acteurs e-commerce, mais c'est la partie SRC qui peut pas déshumaniser, mais qu'il faut en partie automatiser. Il y a une partie qui est plus liée sur la recommandation de produits pour essayer d'augmenter aussi le panier et ne pas décevoir le client. Il y a des choses qui sont plus liées au catalogue produit, par exemple sur l'efficacité opérationnelle, où grâce à la sémantique et l'IA, on peut mettre à jour son catalogue plus facilement avec des documents, etc. Il y a la partie LLM Search aussi pour éviter le syndrome du no results dans le moteur de recherche. Puis des choses qui sont plus sur le long terme, qui sont plus de l'ordre des agents qui vont arriver, qui vont débarquer, ou agentic AI aussi qui va du coup automatiser ou en tout cas faciliter le marketing digital de plateformes e-commerce. Aussi la partie prédiction des stocks ou je sais pas encore. Il y a quoi? Il y a le chatbot conversationnel aussi qui peuvent aider ou avec la Zen Alpha qui va arriver bientôt sur des voice assistants, des choses comme ça qui vont faciliter l'insertion dans ces nouveaux usages parce que la Zen Alpha elle arrive 2025, on y est, ils ont 15 ans. Donc, et eux, ils sont nés, en fait, dans les années 2010 et ils ont déjà le digital ancré et de façon très appuyée, très fort. Et donc, il va falloir répondre à ces nouveaux usages aussi, sur le fait qu'il n'y ait pas de carte bleue. Peut-être il y a Apple Pay, il y a Amazon Go, il y a tout ce genre d'usages qui émergent, mais qui sont l'ordre du digital et qui, à mon avis, comme vous le disiez tout à l'heure, a encore d'un bel avenir devant lui. Mais il faudra adresser cette Gen Alpha, quoi. Parce que même cette Gen Z, aujourd'hui, on essaie de l'adresser par ces communautés. Mais cette Gen Alpha va être encore plus exigeante sur le parcours d'achat, qui sera probablement peut-être en partie automatisé par des agents potentiellement avec Agentic Checkout de Google. On en a entendu parler, c'est un prototype aujourd'hui, mais peut-être que demain il sera source de business pour les sites e-commerce. Donc comment j'adapte ma stratégie e-commerce avec ces nouveaux agents qui vont automatiser certaines choses. Donc là je suis dans la partie un peu raison et technique plus que dans l'émotionnel et la marque, mais je pense que les deux sont liés et l'IA malgré tout porte beaucoup d'importance à l'histoire de la marque. Justement la citation de sa marque est plus trop, enfin les backlinks aussi, mais beaucoup plus à l'histoire de la marque, l'expertise des gens qui créent les marques, la citation cross-platform, et donc ça rejoint ce que vous dites, mais il y a aussi quand même la partie technique qui peut apporter de la valeur dans le quotidien d'un e-commerçant et aussi dans l'expérience utilisateur du coup. Et en termes d'écriture, de création, quand je pose ma plateforme, est-ce qu'il y a une manière plus spécifique de le faire? Alors, je suis pas spécialiste, mais en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Google a quand même ce mélange sur les contenus full IA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'IA pour la production de contenu doit être une aide, en fait, à la production de contenu, de fiches produits, d'optimisation d'images, d'optimisation de contenu sur la sémantique, etc. Mais ne doit pas remplacer l'humain, ne serait-ce que parce que il faut rester dans l'authenticité. Il faut aussi respecter les règles des SERP et des agents et des outils LLM demain. Donc, et là, en l'occurrence, le contenu IA n'est pas forcément bien perçu. Donc pour moi, c'est une aide à la création de contenu, l'optimisation SEO aussi, parce que ça peut permettre aussi d'optimiser son contenu SEO et d'essayer dans le contenu, en tout cas, d'être le plus structuré. C'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le plus précis, le plus structuré, et essayer au mieux de répondre à des questions que les utilisateurs se posent. Donc c'est la logique principale des LLM, avec cette logique un petit peu de FAQ, je réponds à une question précise un peu top-down, mais au final, c'est aussi répondre aux exigences des clients qui se posent des questions quand ils arrivent sur un site. Ok, compris. Vas-y. J'ai- Sympa.
J'en profite pour juste donner un petit outil qu'on a mis chez Label Book il y a pas longtemps sur le site. J'ai le droit de citer des outils, oui, même s'ils sont pas. Ouais. Donc ça s'appelle Dialogue, Dialog, et c'est un super outil qui est sur les fiches produits, où en fait le client peut poser sa petite question, vraiment une question de son choix à propos du produit, et il y a l'IA qui répond automatiquement et qui va chercher l'info dans la fiche produit ou par rapport à des choses que nous on lui a donné, et en fait c'est vraiment instantané, ça remplace une FAQ et ça donne quand même l'impression au client de discuter un peu avec quelqu'un, on peut le personnaliser, genre nous on a mis l'expert Belle Boucle ou un truc comme ça, et je trouve que c'est un bon outil pour démarrer aussi avec l'IA facilement et tester comment les clients réagissent. Et tu connais ça? Je connaissais, mais je trouve intéressant. Je voulais rebondir surtout sur le fait que on parle d'exprimer sa différence, de raconter sa marque, de se transformer en marque média. L'utilisation de l'IA avec ce genre d'outils, pour moi, est un risque, et un risque de se retrouver devant le même chatbot d'un site à l'autre. Et j'ai enregistré récemment avec Stéphane Berruti, qui est le patron de StoryReader, qui vend des stories reader en ligne. On va passer aux questions-réponses. Et qui nous disait qu'il a tout arrêté et que tout ce qui est contact client et questions et chat en ligne, c'est de l'humain. Ensuite, il fait du sur-mesure. Donc, pour lequel l'aide au choix est vraiment important, c'est des produits très particuliers. Mais je trouve que ça contrebalance bien ce qu'on peut imaginer pousser dans ce... Ouais, il faut tester et voir. Nous, on a plus de 50% de conversion sur cet outil. Grâce à Dialogue. Ouais. Chaque personne qui rentre par Dialogue, il y a 50% d'achat derrière, quoi. David? Ouais, une petite précision. Je pense qu'aussi ça dépend de la profondeur du catalogue produit et de la complexité de l'offre aussi. Je pense qu'il y a une bonne partie, c'est un curseur adapté en fonction des e-commerçants, mais qui peut être adressé par du chatbot intelligent et qui redirige vers l'humain. Moi, j'ai un mauvais exemple aussi dans l'autre sens où finalement, un ami qui s'est abonné à Claude, il a été débité tous les mois, et un jour il s'est retrouvé à être débité tous les jours. Et il s'est dit, il a été débité de 200 €, et après c'est retombé, et le bug s'est résolu. Mais il a jamais eu un humain au téléphone. Il a eu une IA 100%, enfin un service client uniquement IA, et donc du coup il est resté sans news, il les a mentionnés sur tout, etc. Donc il n'a pas réussi à résoudre son problème. Donc je pense qu'en fait la solution, c'est chaque e-commerçant doit faire le tri entre ce qui est automatisable, ce qui doit rester de l'humain, par rapport à la profondeur du catalogue produit et la complexité de l'offre en général, quoi. Je retiens créativité, c'est là que se fera la différence. Je retiens communauté, et évidemment un disséminé de l'IA là où on peut. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Du coup, tu peux plus jamais lisser les cheveux. Non, Du coup, je me faisais mettre se lisser les cheveux. On je demande. me suis pas lissé les cheveux. Ce week-end. On est bon? Si on place le curseur dans le temps un peu plus loin, vous sentez où le souffle de notre dragon dans c'est-à-dire le danger qui vous sera en vous? Si vous l'avez un peu déjà identifié, si vous le ressentez, j'aimerais savoir un petit peu où est-ce que vous sentez le danger arriver, et est-ce que vous avez déjà commencé à l'anticiper? C'est pas un sujet, c'est un sujet un peu e-commerce, l'international. Je pense la surpuissance de la Chine aujourd'hui et du manque de non-régulation là-dessus. Enfin, de la régulation et de la non-régulation. Je pense qu'il y a un gros enjeu. Aujourd'hui, Temu trust les positions sur Shopping, sur Google Shopping, à tel point que Amazon a dit, on a Google Shopping, on est face à un concurrent qui ne paye pas de frais de douane, qui ne paye pas de frais de douane, qui ne paye pas de taxes, qui ne paye pas son transport, avec le transport payé par le gouvernement, enfin, par le gouvernement chinois, payé par des subventions chinoises, pardon, enfin, une subvention du gouvernement, ou par des accords, donc des accords interpostaux. À mon niveau, le danger vient de là. Et s'il n'y a pas de régulation, moi, les prochains, déjà, il y a une première régulation qui arrive, fin du mois, si je dis pas de bêtises. Mais s'il n'y a pas de régulation tout le temps, c'est là-dessus, je pense que ça va faire très, très mal. C'est ça. Moi, je compte pas trop sur la régulation, parce que j'y crois pas, et parce qu'elle sera toujours après ce qu'il y a à réguler.
qu'elle arrive toujours après. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver une position, une valeur ajoutée à ce qu'on fait qui permet d'exister à côté de ça. Donc moi je crois beaucoup que par exemple on a parlé de marque propre tout à l'heure. Nous ça fait 4 ans qu'on a commencé de faire de la seconde main, de faire de l'occasion, du reconditionné dans la poche. En se disant finalement ça sera moins cher que les marques que si on lançait une marque propre. Et je pense que ça va se qualifier de plus en plus au fil du temps. Parce que non pas parce que les gens seront convenus par l'idée que il fallait sauver la planète en consommant, ça ils nous le diront mais ils ne le feront pas dans les actes, mais en revanche parce que c'est ce qui permettra d'accéder économiquement à un bon produit à un prix le moins cher possible. Moi, je pense qu'il faut aller chercher de valeurs ajoutées comme ça, être sur les combats où on peut combattre là-dessus, notamment en disant si je réduis mon coût et que je fais une offre par exemple de seconde, ça peut permettre de répondre en partie à des prix qui vont défier toute concurrence. Mais si j'ai moins une idée à pousser ou un conseil à donner, je ne pense pas qu'il faille atteindre de l'aube d'une régulation quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, on essaie de se débrouiller et en se différenciant par nous-mêmes. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me fait le plus peur, c'est la création de contenu, notamment par l'IA, quand on voit qu'il existe des véritables influenceuses, influenceurs, créateurs de contenu complètement faux, enfin IA quoi. Je me dis, c'est là où je suis contente en fait d'avoir fait du retail et comme je disais tout à l'heure, où une nana au salon de coiffure a encore de beaux jours devant lui, mais je sens que j'ai l'impression chaque jour d'être déjà en retard en fait sur les compétences techniques de l'IA et ce que l'IA peut faire. Donc c'est plutôt sur ces points-là que j'aimerais me former et développer sur l'avenir quoi. Tu veux répondre? Bien sûr. Moi, j'en vois 2 si j'étais pure player e-commerce aujourd'hui. J'en vois un qui est, j'en ai parlé tout à l'heure, de AI Overview, qui a bouleversé les États-Unis depuis plusieurs mois et qui va arriver en France. Donc, je serai un e-commerçant, je me poserai les questions de mes indicateurs clés que je suis au quotidien. Je me poserai la question de ma monétisation par l'audience potentielle. Je me poserai la question de la conversion sur mon site versus du business en direct qui pourrait être provoqué par ces moteurs LLM et notamment AI Overview qui débarque. Et après, le deuxième point de vigilance, ce serait plutôt la journée alpha qui arrive et les nouveaux usages de consommation, parce qu'en fait, aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Et notamment l'IA pousse à aller plus vite, ce qui est pas forcément bien parce que ça demande du temps et de l'agilité dans les boîtes de se transformer. Et donc pour le coup, la jeune alpha, je pense, va arriver avec zéro carte bleue, va arriver avec l'achat sur TikTok, Shop, sur Roblox, sur Fortnite et des usages qui seront différents demain et d'autres qu'on n'imagine même pas et qui vont arriver très très vite. Donc pour un site e-commerçant, ça demande du temps de se transformer et de revoir ces indicateurs qui seront probablement à revoir d'ici un an ou deux, quoi. Et de bien travailler ses bases, parce que du coup, ce n'est que des canaux qui changent ou des usages qui changent, mais si ta marque est bien installée et identifiée... Oui, les fondaments. Plus de batterie. Tiens, prends ça. Ah, merci. Les fondamentaux restent les mêmes. On en parlait tout à l'heure de la marque, du storytelling de la marque, l'authenticité. Et mais aussi, en fait, tout cet écosystème va forcément s'appuyer sur des acteurs authentiques, des acteurs qui ont des produits à forte valeur ajoutée et de la vente. Donc, ça sera générateur de business. Mais par contre, ce qu'il y a entre l'intention et la vente, il va se passer plein de choses, quoi. Et donc, les méthodes d'acquisition, les méthodes de tracking et la monétisation par l'audience va changer, quoi. Donc, il faut se poser la question dès maintenant. Alors, je fais un peu ma pub de Botrack, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut comprendre, en fait, comment la marque est citée et comment le marché évolue dans cet écosystème. Donc, ça, c'est important de le faire et d'adresser les fondamentaux techniques aujourd'hui qui permettent, à minima, c'est un peu le modèle des années 2000, hein, au début, c'était un annuaire et après, il y a eu des règles du jeu. Et ben, les premiers qui s'y sont mis, c'est les premiers qui ont capté l'audience. Donc là, aujourd'hui,
eux, je pense qu'il y a un premier pied à mettre dans cet écosystème, même si ça reste exploratoire et assez indécis aujourd'hui parce que c'est comme assez black box, il y a quand même des fondamentaux, la marque, le SEO, des choses que vous faites sans doute bien, mais qui sont parfois pas suffisamment adressées ou qui sont reportées et qui ont encore plus d'importance à court terme. Après la question très française, donc négative. Donc on voyait le côté un peu peur, voyons le côté plutôt opportunité. 2030, si vous aviez, c'est comme un peu le casino, si vous aviez 100 à investir sur une seule chose, vous feriez quoi ce soir pour 2030? Et bien sûr. Oui. Mais en plus, moi, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, notamment tous les deux. C'est que moi, tout à l'heure, tu disais le souffle du dragon, donc la menace qui vient de l'extérieur, et je parlais de la régulation par rapport à l'import. Ce que vous me dites, moi, je le perçois comme une opportunité. En fait, l'IA, ok, c'est vrai que c'est pas très cool que ce soit des avatars qui vont être obsolètes. On joue avec les mêmes règles du jeu. Et donc, à nous de le prendre, et ça coûte pas cher, plus ou moins pas cher. Là, aujourd'hui, la régulation, on n'a pas trop de mots à dire, et tant que les politiques ne se bougent pas, autant que les gouvernements ne se bougent pas, bah, on peut être très vite perdant. Donc, ouais, moi, si je vais de plus à placer, je pense, le retail sur du long terme, et il y a, non, mais on l'a vraiment mis autant de contenu partout. Toby Mac, le CEO de Shopify, a gelé mes emplois l'année dernière en disant, vous me prouvez que ce taf que vous voulez recruter n'est pas fait par une IA, sinon je recrute pas. Et c'est un peu à notre échelle ce qu'on s'est dit en interne, c'est qu'on va essayer de creuser l'IA partout. On a injecté dans le produit, on développe nos produits avec l'utilisation de l'IA, on les a développés dans logistique, nos prévisions de stock, nos prévisions de carton, donc la taille du carton en fonction de ce qu'on expédie, etc. C'est l'IA qui nous le donne. On a été sur la SEO, on essaie de le mettre autant que possible. On n'a pas encore fait sur le chatbot, j'y crois pas trop, on a du monde derrière. Mais tu fais plus avec moi? Ah, je fais beaucoup plus avec moi, ouais. Et ça se ressent sur les chiffres. Et c'est bien. Tu utilises pour la gestion de stock, Marlène? On a l'avantage d'avoir un développeur en interne qui nous a pas mal bidouillé de petites choses avec un GPT. Ouais. Je sais pas si c'est toujours un avantage de faire ses propres produits, d'avoir un dev en interne et donc de faire ses propres produits. Il y a Autumn, dont on entend beaucoup parler. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que quelqu'un a testé dans l'audience? Avec quel... Ah, non, 5 minutes. Pardon. Faustin. La question, si j'avais 100 à mettre sur une seule chose, bon déjà, je mets pas toutes mes billes sur une seule chose. Voilà, c'est la première chose. Ça. La deuxième réponse, c'est, nous, par rapport à l'IA, évidemment, il faudrait explorer partout où ça peut nous faire gagner. Ça nous a permis de relancer notre développement international. On avait un catalogue hyper large. On avait déjà développé une plateforme qui pouvait nous permettre d'adresser et d'ouvrir au fur et à mesure toutes les zones de livraison, tous les pays qu'on voulait adresser, mais sauf qu'on n'arrivait pas à montrer notre catalogue, notre contenu correctement traduit. Là, aujourd'hui, ça nous a permis de faire un burn phénoménal en utilisant le web de façon assez simple. Un métier que ça a le plus remplacé aujourd'hui, je crois que j'avais lu une étude, c'était ça, les traducteurs. Donc, parce que ça, évidemment, c'était intuitif. Et bien, après, évidemment qu'il faut quand même explorer partout, ça peut nous faire gagner en efficacité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'étais tout à fait d'accord aussi avec le fait qu'on essaie d'avoir des KPIs 15 fois qui sont le plus pertinent possible. Maintenant, je dis aussi quelque chose, c'est que je vois aussi arriver, maintenant qu'on est un tout petit peu aussi qu'on est 90, quand on voit de gens arriver par rapport au début, quand je discutais avec le fondateur, avec Olivier, il faut quand même faire attention aux KPIs. Il faut pas que la KPIs, quand on la construit comme ça, c'est super. Ça sert à piloter. Quand c'est lui qui nous pilote, c'est débile. Et ça, on a quand même, ça s'enlève pas. Moi, je continue de croire quand même qu'une stratégie, une intention, une direction, une dirigeance, ça sert quand même à quelque chose. Après, le KPI, ça sert à contrôler, mais ça définit pas une stratégie. Voilà.
Voilà, dans quoi j'investirais, je sais plus, j'ai besoin un peu, mais ça va, voilà. Merci. Je sais pas parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire encore donc mais là, je pense qu'on est tellement orienté retail, je pense qu'on ouvrirait 20 boutiques, 20 salons de coiffure, en France, en Belgique, en Suisse, partout, je pense. Tu es d'accord? Je ferais plein de produits, plein de boutiques, je couperais plein de cheveux partout et ouais. Accélération du retail, je répète. Quand même, Remplacerait. accélération du e-commerce. Un avatar de moi, comme ça, j'ai plus besoin de faire mes lives dans ma salle de bain tous les dimanches. On me remplace. J'ai pas une très bonne réponse, hein, désolée. Enfin, le retail, tu me donnes pas une mauvaise réponse non plus. Hein. Non plus. Non, mais à part redire effectivement que je prioriserais le levier qui permet de gagner en efficacité opérationnelle parce qu'au-delà de développer son chiffre d'affaires, on peut optimiser ses coûts à grande échelle, surtout quand on grossit comme vous et que vous êtes 90 maintenant. Je pense que ne serait-ce que reborder des uns dans des process qui sont un peu anciens et qui sont complexes. Après, quand on arrive, l'IA peut simplifier les choses, mais pas tout, mais simplifier certaines choses. Et puis après, j'investirais sur la notoriété de marque, quoi. Hein. Donc, que ce soit de la création, que ce soit des RP, que ce soit, voilà. Je ferai ces deux choses qui adresseront. Bon, merci à tous les 4. On peut vous applaudir. Bon, c'est sur le programme, je crois. Donc, vous retrouvez les noms, vous êtes tous sur LinkedIn. Si vous voulez poursuivre la conversation, on a une petite pause aussi là. Je vais prendre la parole. Merci pour votre attention. Vous êtes tellement sympa et tellement à l'heure que ça vous donne exactement 31 minutes. Vous avez 1 minute. Et revenez juste après ici pour continuer sur de vos échanges. Merci à toi. Merci.